Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour les informations de la mi-journée. Tout de suite, le sommaire. Pour l'autonomisation des femmes, les hommes sont appelés à la rescousse. Le UNFPA sensibilise les hommes et en appelle à leur accompagnement. C'était dans le Koufou. On a marché pour le cœur à Parakou. Les praticiens hospitaliers universitaires sont partis du campus pour la place Tabera. Et puis, sentant déjà que le chef canton Glélé Langanfin est mort, à Canan, on prépare un événement grandiose pour la célébration de ce centenaire. On en parle dans ce journal avec Gilles Dansou. Mesdames, Messieurs, bienvenue, bonjour. Actualité oblige, on démarre cette édition par l'Inter. L'Amérique, vous le savez, a fait son choix. Après une nuit palpitante et chaude, faite d'angoisse, le verdict est tombé. Et c'est Donald Trump, le républicain, qui va s'asseoir désormais dans le Palais Ovale en janvier prochain. Il devient ainsi le 45e président des États-Unis. Il arrive en tête du scrutin devant la démocrate Hillary Clinton et a fait mentir tous les pronostics. Parcours atypique, quelles leçons tirer de cette élection? Suivez ici l'analyse de Alain Dosiovo. La nuit aura été assez longue aux États-Unis. Les Américains ont vécu une élection présidentielle inédite. Donald Trump est sorti vainqueur d'une élection pour laquelle il n'était pourtant pas annoncé favori. La victoire du multimilliardaire a été confirmée vers 8h30 ce mercredi, alors que très peu de gens avaient parié sur son élection. Et pourtant, le suspense a duré pendant tout le dépouillement. Et ceci à travers une lutte au coude à coude entre les deux candidats, Hillary Clinton et Donald Trump, dans les principaux États clés. Donald Trump a, contre toute attente, gagné la quasi-totalité des grands États pivots que sont l'Ohio, la Caroline du Nord et surtout en Floride. Et puis, les autres États sont ensuite tombés un à un. Donald Trump a fait mentir les sondages, les enquêtes d'opinion et déjouant toutes les prédications. Celui dont l'annonce de la candidature en 2015 a fait jaser les Américains et l'opinion internationale avait pourtant multiplié des erreurs politiques pendant la campagne présidentielle. Même son colistier avait, à un moment donné, désapprouvé certaines de ses déclarations tonitruantes. Le multimilliardaire semblait bien parti pour gagner le vote populaire avec 48,1% des voix récoltées à l'échelle nationale contre 47,2% pour Hillary Clinton. Euphoriques, en début de soirée, les militants démocrates qui pensaient fêter leur victoire ont malheureusement sombré dans le cauchemar. Le républicain Donald Trump a remporté 290 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour gagner. Sa rivale démocrate Hillary Clinton en a, elle, remporté 218. Donald Trump a félicité son adversaire Hillary Clinton, qu'il a appelé pour reconnaître sa défaite. Elle s'est battue longtemps et nous lui devons de la gratitude pour son sacrifice à ce pays, a-t-il déclaré. Le républicain a ensuite assuré qu'il serait le président de tous les Américains. Mais comment le monde entier qui est aujourd'hui sous le choc a pu se tromper à ce point, qualifiant la victoire de Donald Trump de cataclysme? De toutes les façons, après l'élection de Barack Obama, premier président noir qui avait suscité une immense vague d'espoir à travers le pays, le républicain Donald Trump, âgé de 70 ans, taxé de sexisme et de xénophobie par ses adversaires, l'a emporté sur sa rivale démocrate qui espérait devenir la première femme présidente des États-Unis. Une femme à la Maison-Blanche, un rêve brisé. Et dans son premier discours en tant que président, Donald Trump a dit espérer un dialogue constructif et de travailler surtout en harmonie avec le reste du monde. Retour au Bénin, le gouvernement va auditer le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le ministre en charge du cadre de vie et celui de la justice ont justifié ce mardi cette décision du gouvernement. C'était au cours d'une conférence de presse qu'ils ont conjointement animée à Cotonou. Prosper Prévert, Noutéou. Les députés doivent prendre le mal en patience. Le siège du Parlement n'est pas encore prêt à les accueillir. Ce chantier, dont les travaux ont démarré en 2008 pour une durée d'exécution de 2 ans et pour un montant prévisionnel de plus de 18 milliards de francs CFA, est à la traîne et constitue un véritable scandale.
Le nouveau gouvernement est déterminé à faire la lumière sur ce chantier avant la reprise des travaux. Au regard de tous ces dysfonctionnements qui sont nés d'une maîtrise d'ouvrage déléguée approximative et d'une maîtrise d'ouvrage intempestive au niveau le plus élevé de l'État, le gouvernement a pris ses responsabilités pour faire le point de la gestion précédente et situer les responsabilités techniques et financières au niveau de tous les acteurs impliqués dans la gestion, la conduite et la mise en œuvre de ce projet. Dans ce brûlant dossier, le gouvernement doit faire preuve de responsabilité et protéger les deniers publics qui pourraient en pâtir du fait d'une décision judiciaire condamnant l'État à payer la somme de 32 milliards de francs CFA. Dans son état actuel, le siège de l'Assemblée nationale apparaît comme le musée de la malversation. On va dire aussi le musée de la corruption. Vous avez entendu des chiffres, bien entendu. 32 milliards, décision de condamnation contre l'État. D'autres procédures sont en cours. Il faut bien à un moment donné engager les discussions en vue de faire en sorte que l'État expose moins ses deniers. Et donc le président de la République est dans la démarche à la fois de la conciliation responsable, de la négociation responsable, de l'évaluation responsable et des poursuites responsables. Les travaux reprendront sur ce chantier au terme de l'audit international qui permettra de situer les responsabilités. L'affaire Rajavon a défrayé la chronique toute la semaine dernière. Beaucoup de gens se sont posé des questions à propos du silence du gouvernement. Mais pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'était une ligne de conduite bien justifiée. Pas question pour le gouvernement de s'immiscer dans le fonctionnement de la justice, laquelle, dit-il, doit être indépendante. Je vous propose d'écouter Joseph Diogbenou au micro de Prévert Noutéou. Le ministre de la Justice n'interviendra pas lorsque la justice est saisie. Il n'y a qu'une seule autorité pour intervenir, le procureur de la République, du lieu de saisine. À partir du moment où le circuit judiciaire est saisi, et cela commence par les officiers de police judiciaire, le ministre de la Justice n'interviendra pas. Vous imaginez que de par ma formation, de par ma culture, rester silencieux est très douloureux. C'est une règle que nous nous sommes imposée. Et c'est une règle qui sera appliquée. Il y aura sans doute d'autres affaires que celles et ceux qui voudraient se mobiliser encore sur cette affaire, sur ces affaires qui viendront, ne demandent pas au président de la République et au ministre de la Justice d'intervenir. Cela ne veut pas dire que le ministre de la Justice n'a pas de prérogative. Il a, au plan de la procédure pénale, la faculté de donner des instructions. Et sur ce plan, oui, nous pouvons donner des instructions. Et nous allons davantage en donner. Et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, sur les priorités en matière de politique pénale. Les parquets seront sans état d'âme lorsqu'il s'agira de réprimer les crimes de sang, lorsqu'il s'agira de réprimer les atteintes contre les personnes vulnérables, les femmes, les enfants, lorsqu'il s'agira de réprimer la criminalité économique et lorsqu'il s'agira de réprimer le trafic de stupéfiants. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC Bénin viennent de signer un accord de garantie consécutif à un financement à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Cet appui va servir à l'acquisition d'une infrastructure hôtelière dans la ville de Cotonou. Ismaël Roussinou, Alain Dossuyovo. Cet accord entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et la Banque sahélo-saharienne pour l'industrie et le commerce BESIC Bénin porte sur un financement d'1 milliard de francs CFA que les deux institutions apportent pour l'installation d'une infrastructure hôtelière à un client commun à elles. Un appui financier destiné en effet à l'acquisition
et à l'exploitation d'un complexe hôtelier de 3 étoiles situé dans le quartier d'affaires de Cotonou. Ce partenariat Basic Benin et Fagas, qui vient d'être matérialisé ce jour par ce acte que nous posons, est appelé à se renforcer pour le bonheur de toutes les entreprises désireuses d'investir dans des projets structurants. Nos deux institutions, le Fagas et la Basic Benin, ne ménageront aucun effort pour les accompagner. Pour le Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, cet accord de caution avalisé à hauteur de 50% pour chacune des deux institutions matérialise leur volonté de mutualiser leurs efforts pour accompagner les opérateurs économiques du Bénin. Cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités hôtelières au Bénin, véritable levier de développement du tourisme, une industrie porteuse de richesses et créatrice d'emplois. Cet accord constitue une porte d'entrée pour le développement conjoint des activités de nos deux institutions. Avec cet acte, le FAGAS confirme sa détermination à manifester sa volonté pour la coopération avec les banques locales pour la promotion du secteur privé dans ses États membres. Cet aval porte le niveau total des interventions en garantie du FAGAS à 330 milliards 243 millions de francs CFA. À noter que la BESIC participe au financement des infrastructures hôtelières, la construction des routes et ouvrages d'art, les hydrocarbures, les commodités, le commerce général dans les 14 pays dans lesquels elle est implantée en Afrique. Et puis, les hommes doivent accompagner les femmes rurales dans leur autonomisation. C'est un vœu de l'Organisation des Nations Unies pour la population, le UNFPA. Mais comment y arriver? L'organisation onusienne sensibilise 150 hommes chefs de ménage dans 3 communes du département du Koufo, à savoir Aplahoué, Dogbo et Diakotomé. Les formations et séances de sensibilisation ont démarré ce mardi au Centre de promotion sociale d'Aplahoué. Cyprien Lokossou, Évariste Zoman. Pourquoi la femme n'a pas sa place? Si je me résume, elles sont plus nombreuses, elles produisent, elles nous font à manger, et ce n'est pas tout, elles dépassent même ça. Elles font des enfants au prix de leur vie. Les femmes seraient le pilier de la société, mais elles ne sont pas épanouies à la hauteur de leur service. L'Organisation des Nations Unies, UNFPA, estime qu'il faut le concours des hommes pour que les femmes parviennent réellement à leur autonomisation. La structure a rassemblé 150 hommes de plusieurs associations dans les communes d'Aplahoué, Dogbo et Diakotomé afin de leur donner les moyens d'aider les femmes rurales à atteindre le mieux-être souhaité. Le gouvernement, à travers le ministère de la Famille, s'associe à l'initiative. La question que nous nous posons à travers ce passage, les garçons et les hommes sont issus de qui? C'est de la femme. On n'a jamais vu un homme enceinte. En 2014, dans les départements de Monokoufo, les services d'écoute des centres de promotion sociale ont enregistré 8% de cas de mariage précoce, 17% de maltraitance d'enfants, 3% de viol et 32% de privation des droits. J'avais quitté le bureau autour de 23h. J'étais rentré et puis mon épouse me dit « Ah, bonne arrivée ». Elle sourit encore aux lèvres. Mais si c'est la femme qui revient à 23h, vous imaginez le spectacle. Vous comprenez? Et donc il faut reconnaître que nous avons à être ensemble, les femmes et les hommes, pour que les choses marchent correctement. 4 jours durant, ces hommes vont échanger sur les problèmes qui entravent l'épanouissement des femmes rurales. Les questions de la planification des naissances et la reproduction sexuelle seront aussi au cœur des débats. Et pour la 5e fois consécutive, la Fédération des associations de développement de Tchaourou gratifie les premiers aux différents examens de fin d'année. Au total, 4 motos, une dizaine de vélos, des kits scolaires et pharmaceutiques ont été distribués aux récipiendaires sélectionnés dans tous les arrondissements de la commune. William Aguiar pour le compte-rendu. Tchaourou célèbre le jour des premiers.
Un rendez-vous d'excellence pour encourager les meilleurs élèves de la commune. Au total, 48 lauréats et les 2 meilleurs collèges de la commune sont distingués sur l'ensemble des 7 arrondissements. L'initiative est de la Fédération des associations de développement de la commune de Tchaourou. Nous retenons les 3 premiers par arrondissement. Et cette année, nous avons un prix spécial pour la première fille au bac. Nous avons un prix spécial pour la première fille au BPC. Et nous avons un prix spécial pour la première fille au CPE. Mes chers enfants, si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez accepté de travailler. Il faut continuer. Je suis tellement content et j'encourage les autres à faire mieux. Rien n'a jamais été le fruit du hasard. S'ils se donnent, je crois que ça peut marcher. Une initiative bien louable que salue l'équipe municipale. Elle promet davantage s'investir aux côtés de FADET pour mener le combat de l'excellence. Adam Bagoudou, député à l'Assemblée nationale, se réjouit de l'organisation de cette nouvelle édition du jour des premiers dans sa localité. Merci beaucoup à chacun de vous de continuer à vous investir dans le chemin porteur. Le seul chemin qui mérite cela, l'éducation. Merci d'abord aux enseignants, puisqu'il a fallu qu'il y ait des enseignants pour encadrer les enfants. Enfin, donc, je dirais aux enfants, aux récipiendaires, pour dire que nous sommes très attentifs de ce que vous faites. Nous sommes attentifs de vos efforts. Nous sommes attentifs de ce que demain, vous allez continuer. Parce que nous voulons faire le pari de vous voir davantage primer les années à venir. Tchaourou, les tout prochains jours, doit abriter un séminaire sur l'avenir du secteur de l'éducation dans la commune. Occasion pour faire un état des lieux du secteur et des projections pour l'avenir. Avec ce séminaire en vue, la Fédération des associations de développement de Tchaourou vise loin faire de la commune un véritable pôle d'excellence. Et un peu plus loin, à Parakou, on a marché pour le cœur. C'est l'œuvre du collectif des praticiens hospitaliers universitaires. La caravane a parcouru une dizaine de kilomètres environ du campus de Parakou pour la place Tabera. Simon Villon, Claude Adigli. Marche du cœur de cette année 2016. C'est une initiative phare pilotée par l'ONG Priorité Santé Vie Internationale. La vision de cette dernière d'offrir une vie heureuse dans un monde en pleine santé. C'est fort de ce vœu que cette organisation non gouvernementale organise cette initiative dénommée la Semaine du Cœur, dont la 5e édition est en cours. Les caravaniers ont quitté la devanture du campus. Ils ont pris par le carrefour des 3 banques. La caravane a pris fin place Tabera, soit une dizaine de kilomètres. C'est un programme qui couvre toute la semaine. Il y aura des séances de fitness et de gymnastique dans 2 salles de gym de la place à Zongo. Les mercredis soirs et les vendredis soirs de 18h à 20h au CCF, au Centre culturel français de Parakou, il y aura des séances de sensibilisation grand public pour informer la population sur ce que c'est que les maladies du cœur. Les maladies cardiovasculaires, en abrégé MCV, constituent selon l'OMS la première cause de mortalité à travers le monde. Et puis, Aklankpa est en fête. Là-bas, on a commémoré l'an 1 de l'intronisation du roi d'Aklankpa, c'est à Glazoué. Les manifestations se sont déroulées samedi dernier dans la localité. Occasion pour Sa Majesté Dada Kiningbe de communier davantage avec son peuple. Gilles Dansou, Aurel Aklogan, reportage. 1 an sur le trône d'Anyame Dakpa à Aklanka, cela se commémore. Toute la cour royale s'est retrouvée pour célébrer l'événement. Sa Majesté Dada Sozeni Kinigbe est porté en triomphe ici. Il était pour l'occasion entouré de plusieurs autres rois. L'heureux du jour exprime toute sa fierté. Kakani 5 ans, et de 5 ans, Léo, la période anniversaire de Vodile. Nous sommes en 2 ans. Comme quand nous sommes en Tobidje, c'est venu. Tobini, voilà Tobini, Tobidje. Sommes nous, les Yicho, nous les Ramimon. Des Ouli et Ni, Ramimon, et nous sommes en Mavamavo.
Des conseils de longévité et des prières sont exprimés sur place. Je prie seulement la population d'Aklankpa de prier pour le roi, pour qu'il ait la santé, la longévité, pour pouvoir accomplir sa mission. Il est en train de célébrer 1 an de son règne et la prière que nous voudrions formuler à son endroit et à l'endroit de Dieu, le créateur du ciel et de la terre et de ses ancêtres, c'est de lui permettre de faire le règne le plus long possible et le règne le plus fructueux. J'ai pris une très bonne note en son comportement, puisqu'il vient de faire quelques mois avec nous. Et nous sentons que c'est un homme digne, sérieux et qui aime la tradition. Je n'ai pas beaucoup de choses à lui apprendre que de lui dire de toujours marcher dans les empreintes de ses prédécesseurs et aussi de ses dévanciers. La tradition est ainsi une fois encore respectée à Aklanka. Et nous restons toujours avec Gilles Dansou pour évoquer le centenaire de la mort du chef canton Glélé Langamfin de Kana. Ça se prépare activement. Plusieurs activités sont inscrites au programme afin de donner un cachet spécial à l'événement. Gilles Dansou pour les détails. Le centenaire de Sa Majesté Togongon Langamfin Glélé, chef canton de Kana, se prépare activement ici à Kana, dans la commune de Zobodomé. Le comité d'organisation s'active pour faire de cet événement une réussite, un devoir de mémoire. Ce centenaire, le roi Langamfin, frère de Béanzin, du roi Béanzin et Abolagbo, après que la colonisation est venue prendre ce royaume en novembre 1892, le roi Béanzin et ses frères ont pris le large pour aller s'installer à Agbado. Suite à cela, le même colon a nommé Abolagbo comme roi du Dahomey. 6 ans après, ce même colon l'a démis du pouvoir, précisément le 12 février 1900. Et c'est en ce moment-là que le plateau d'Abomey est divisé en cantons. Parmi ces cantons, il y a 5 enfants directs du roi Glélé. Et les descendants de Langamfin entendent ainsi perpétuer la tradition. Le 25 prochain, il y a une cérémonie de Gbebiobio dans le palais Djako du roi Glélé. Le comité d'organisation s'active. Les manifestations proprement dites seront ouvertes à partir du 8 janvier. Et donc, contrairement à ce qu'on faisait par le passé, la fête du 10 janvier prendra une autre envergure parce que ça intervient au bon début même de notre manifestation. Tous les regards seront donc braqués sur Zobodomé en général et Kana en particulier le 25 décembre prochain. Une note de sport pour boucler cette édition. Le tout-puissant Mazembe achève sa saison africaine en beauté. Le club phare de la République démocratique du Congo s'est adjugé la Coupe de la Confédération 2016 et rentre ainsi un peu plus dans l'histoire des grands clubs africains. William Bassabi. Et de 2 pour le tout-puissant Mazembe qui a remporté son 2e trophée continental en 2016. Après la Super Coupe en début d'année, les Corbeaux de Lubumbashi ont fait d'une bouchée 4-1 les Algériens du Mouldia Olympique de Béjaïa à l'occasion de la manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football disputée à domicile. Un succès qui porte à 10 le nombre de trophées glanés sur le continent par le club phare de Lubumbashi, devenu une véritable institution, un modèle presque parfait à copier par les clubs et leurs dirigeants sous nos cieux en Afrique subsaharienne. Sous l'impulsion d'un président ambitieux et passionné de foot, le tout-puissant Mazembe a réussi sa mue sur le triple plan infrastructurel, organisationnel et managérial. Il en récolte les fruits depuis bientôt 10 ans sur le continent et même sur le plan mondial,
avec son statut de finaliste de l'édition 2010 de la Coupe du Monde des clubs, une première pour un club africain face à l'Inter de Milan d'un certain Samuel Eto'o. Emmené désormais par le gardien de but international ivoirien Sylvain Gbowou, qui a pris la relève du monument Kidiaba, et par le Zambien Renford Kalaba, le tout-puissant Mazembe, sous la direction du coach Hubert Velud, semble durablement s'installer dans un nouveau cycle, celui de la pérennité. Et voilà qui met un terme à cette édition. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. L'info, ne l'oubliez pas, c'est en continu sur notre plateforme, le www.ortb.bj. Bon appétit si vous êtes à table.